Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision très profonde. An effort up there, yeah. Now remember, oh my God. Oh my God. That looks like a second plane. Mesdames et messieurs, monsieur Maxime Schex. Maxime, vous êtes d'abord le principal traducteur et conseiller éditorial du docteur en sciences politiques canadien Peter Dale Scott. Ce bonhomme, professeur à l'université de Berkeley et ancien diplomate canadien, est surtout connu pour son dernier bouquin L'État profond américain, une enquête visant à démontrer qu'un système informel, un État derrière l'État officiel américain, conditionne secrètement les politiques officielles de Washington depuis la guerre du Vietnam. Taxé ici et là de complotiste et peu relayé dans les médias traditionnels, le livre et son auteur peuvent largement résumer votre récente carrière et vos prises de position dans des articles que vous écrivez dans des tribunes libres. Avec un master en théorie et pratique des droits de l'homme en poche, vous auriez pu empoigner une carrière humanitaire à l'étranger pour des ONG. Mais à la lecture du livre de Peter Dale Scott, encore lui, baptisé La route vers le nouveau désordre mondial, vous réalisez qu'à votre avis, l'État cache beaucoup trop de choses pour être totalement honnête. Et vous décidez de traduire le livre en français avant qu'il soit édité par les éditions 2001. Peter Dale Scott est désormais votre maître à penser et votre ami. Vous êtes ouvertement un activiste anti-guerre, notamment contre les interventions militaires occidentales, et vous vous efforcez de démontrer à ceux qui vous suivent que la vérité n'est peut-être pas toujours celle qu'on désigne du doigt, jusqu'à Daesh et les récents attentats de Paris. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir Maxime, Bonsoir. bienvenue. Bonsoir. Voilà, c'est le deuxième qui te fait la bise. Hein. On se salue. Voilà. Bonsoir. Bienvenue. Merci En plus, beaucoup. vous en faites que 2, ici c'est 3 en Suisse. Ah, effectivement. On va pas refaire le J'arrive de début de France. l'émission pour ça. on va tout reprendre, non. Alors Maxime, Oui. effectivement, bon, on a vu les attentats du 11 septembre, les attentats du 13 novembre, et on est là pour parler, enfin Fred l'a dit, Fred dans le portrait qu'il a dressé de vous, est-ce qu'il y a des choses qui sont justes et des choses qui sont fausses? J'ai Est-ce qu'il trouvé faut que je cite mes sources? Alors, effectivement, moi, comme vous l'avez dit, je suis traducteur de Peter Dale Scott. C'est un auteur qui, dans ses bouquins, vous en avez un ici, Il y en a plein partout. Voilà, une méthodologie qui consiste à citer beaucoup de sources, mais des sources solides, lorsqu'il dit des choses qui peuvent paraître, en d'autres circonstances, fantaisistes. Hein. La théorie du complot, vous l'avez vous-même dit. Lorsque Peter Dale Scott, par exemple, va expliquer que tel ou tel service secret occidental est impliqué dans le soutien d'Al-Qaïda, il va citer, comme moi-même dans mes travaux, un certain nombre de sources solides. Et récemment, d'ailleurs, sur CNN, une députée américaine, qui s'appelle Tulsi Gabbard, a déclaré ouvertement que la CIA actuellement soutient Al-Qaïda. Alors, vous parlez, Au cœur du débat. vous parlez des sources. Moi, j'ai utilisé certaines sources pour essayer de faire connaissance avec vous. D'accord. Donc, les sources, c'est les réseaux sociaux, c'est Facebook. Je suis allé fouiller sur votre compte. C'est droit dans le mur. Ce soir, je me prends le mur de Maxime Schex. Sur Facebook, nous avons 5 petits amis en commun. Vous aimez Jean de La Fontaine, Shakespeare, Coluche, Victor Hugo, Al Pacino, Charles de Gaulle, Le Monde.fr, le New York Times, Be Curious TV, vous-même, Jimi Hendrix, Kanye West. Bref, vous avez tellement de respectables références qu'on pourrait croire que vous avez fait le ménage juste avant mon passage. Jusqu'à ce que je découvre enfin que vous aimez Poutine, Alain Soral, Dieudonné, la bière. Moi, mes problèmes, je les règle avec une scie et des sacs plastiques. Abruti.com, les filles tatouées à poil et votre chat et vous nous emmerdez. Vous nous caressez dans le sens du poil, vous offrez des devinettes politiques à vos amis. Certains sentent bien que vous partagez des choses intéressantes, mais John Fawkes ne parle pas anglais. Vous prouvez que vous êtes un citoyen engagé, sérieux et concerné, jusqu'à ce que vous nous annoncez que le Père Noël a été abattu en plein vol, mais heureusement pour nos enfants, il est juste un peu fatigué. Alors, Fred a été Est-ce que le Père Noël existe, quoi? C'est ça que j'ai envie de savoir, Non, mais moi. si vous voulez, voilà, vous avez une façon un petit peu ironique de présenter les choses, mais moi, je tiens quand même à souligner le sérieux de notre démarche.
on n'est pas là pour déjouer des complots ou les imaginer pour le plaisir. C'est-à-dire que ce qui est en jeu aujourd'hui est extrêmement important. C'est-à-dire que quand je vous explique juste avant qu'une parlementaire américaine explique que la CIA soutient Al-Qaïda en Syrie, c'est quelque chose qui est absolument gravissime. Elle l'a dit 3 semaines avant les attentats de Paris. Quand malheureusement, on a parlé du 11 septembre, enfin vous avez évoqué le 11 septembre au début, quand on se rend compte quand même que les États démocratiques, États-Unis, France, utilisent le terrorisme pour mettre en place des systèmes de surveillance de masse, c'est extrêmement grave. Là, actuellement, la France est sous un état d'urgence. Les libertés publiques sont suspendues. C'est des choses qui, moi, m'inquiètent, me préoccupent en tant que citoyen. Donc, si vous voulez, on essaie justement avec Peter Dale Scott et d'autres auteurs avec qui je suis en lien, non pas de déjouer des complots pour le plaisir, mais vraiment d'alerter les gens sur ce qu'on appelle les politiques profondes. Ce sont des politiques qui déstabilisent le monde et amènent à un durcissement sécuritaire en Occident qui menace la démocratie. Ce qui, moi, m'intéresse aussi, c'est que c'est vrai que vous êtes d'abord un citoyen. Vous n'avez pas fait les études qui pourraient faire qu'aujourd'hui, vous avez le travail que vous avez. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, on se dit on va aller combattre quelque chose qui est quand même gigantesque avec des armes qui sont les nôtres, qui ne sont pas forcément aussi puissantes que celles que vous combattez. Comment est-ce qu'on fait c'est à quel moment qu'on se dit, voilà, maintenant je crois qu'il faut que je sois actif contre ce que je considère comme des choses qu'on ne dit pas totalement tout le temps et contre des États qui pourraient cacher des choses. C'est à quel moment qu'on se dit ça ? Eh bien, écoutez, moi j'avais lu en 2009 le premier livre un livre de Peter Dale Scott s'appelle The Road to 9/11. C'est une contextualisation du processus historique complexe qui a amené à l'essor d'Al-Qaïda, qui a directement amené au 11 septembre, parce que je rappellerai quand même à toute fin utile que Al-Qaïda, l'origine d'Al-Qaïda, c'est le Maktab al-Khidmat. C'était quoi ? C'était un réseau géré par Abdullah Azzam et Oussama Ben Laden depuis le Pakistan, avec des fonds de la CIA, avec des fonds saoudiens, avec l'appui des services secrets pakistanais, pour déstabiliser l'Afghanistan. Et le Maktab al-Khidmat, c'était donc le réseau de soutien de ces moudjahidines, qui sont devenus ensuite les talibans et Al-Qaïda. Donc, si vous voulez, à l'origine, on voit bien qu'on a une perte de contrôle de plus en plus généralisée de ces politiques profondes-là, parce que je parle de la CIA, mais le processus décisionnel qui a mené à cette politique, qui est à l'origine d'Al-Qaïda et des talibans, a été pris dans une chambre d'hôtel, il me semble, pas vous dire de bêtises, à Peshawar, entre le chef de la CIA, le chef de l'ISI, donc des services secrets pakistanais, et le chef des services secrets saoudiens. À l'époque, les experts de la CIA disaient au chef, attention, cette politique sera dangereuse. Ils avaient raison, mais bon, c'est ça la politique profonde. Vous ne répondez pas à sa question. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, c'était ce livre, en fait. Envie c'est vrai, effectivement. de dédier beaucoup d'énergie, je ne dirais pas votre vie entière, mais en tout cas, c'est quand même un combat que vous menez au quotidien. Effectivement, et d'ailleurs je remercie ma copine qui est là parce qu'elle a été très patiente. C'est vrai que c'est une vie qui change aussi, c'est-à-dire qu'on se met du côté de gens qui ne sont pas forcément mis en avant, qui ne sont pas mis en lumière, qui ne sont pas forcément pris au sérieux aussi. En effet, mais si vous voulez, je tiens à préciser, ce n'est pas mon métier. Le métier pour lequel je me destinais à travailler, ce n'était pas que l'humanitaire. Il y avait tout un aspect droit des réfugiés, droit des étrangers. Je suis dans ce domaine-là. Ma vraie profession, c'est dans ce domaine-là. Donc, je ne voulais pas m'expatrier justement pour raison de couple, parce que c'est vrai que c'est compliqué. J'ai préféré privilégier mon couple et des années après, c'est vrai que je ne le regrette pas du tout. Si vous voulez, moi, je n'ai pas eu réellement conscience d'être pris dans un processus de traduction de livres ou d'activisme de plus en plus important. Je me suis lancé là-dedans parce que je me disais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et que nos démocraties étaient menacées, mais surtout, la paix mondiale est menacée par ces politiques-là. Et après, il faut apprendre quand même. C'est vrai qu'il faut lire. C'est-à-dire que vous êtes... Alors après ce livre-là, je pense que vous êtes intéressé à plein de choses. En effet. Vous avez lu énormément de choses. En effet. On fait ça comment ? Alors moi, si vous voulez, je lis la presse au moins 2 heures par jour, mais essentiellement la presse anglo-saxonne. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte, en France en tout cas, mais la presse anglo-saxonne est très très riche en informations et il y a beaucoup moins je dirais, d'informations intéressantes dans la presse française, je trouve. Donc c'est vrai que je vais beaucoup sur le Washington Post, le New York Times. Le Guardian est un journal britannique d'une très grande qualité. Et donc déjà, je lis la presse. Ensuite, j'essaie de lire des auteurs, mais comment dire, je ne suis pas un adepte de Dieudonné ou d'Alain Soral. C'est des personnes... Vous les suivez pour analyser ? Je ne les suis même pas, je les regarde de loin. Si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée, ce n'est pas la couleur politique des gens. Donc, je dois vous dire que ça fait peur un petit peu en se disant, tiens, mais alors le complot, Alain Soral, Dieudonné, tout de suite, c'est une manière qu'on si vous voulez, Dieudonné vous étiquetez en se disant, bah, tiens, voilà, il est du côté des complotistes. Je vous le dis, Dieudonné, Alain Soral, c'est un peu comme le
Front National. C'est-à-dire que quand on a certaines idées, on va dire « Ah, t'es complotiste comme Alain Soral, ah, t'es complotiste comme Dieudonné ». Quand on a certaines idées politiques qui ne vont pas dans le sens du Parti Socialiste en France, enfin des partis majoritaires, on va dire « Ah, tu fais le jeu du FN, des projets FN ». Vous voyez, ça c'est un grand problème. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'en France, on est un peu dans une espèce de macartisme intellectuel dans lequel, dès qu'on essaie de penser un petit peu différemment, en ayant une démarche comme moi que j'estime honnête, parce que j'essaie vraiment de sourcer ce que je traduis et ce que j'écris, on est rapidement taxé de complotisme, et c'est un vrai ennui, parce que le débat devient de plus en plus dangereux. Excusez-moi, prenez l'exemple de Michel Onfray. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. Michel Onfray a appelé à la diplomatie. Il a dit à juste titre que la guerre n'allait pas résoudre le problème du terrorisme. Il a rappelé qu'en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, depuis le début des années 90, il y a eu 4 millions de morts. Ces guerres-là ne font qu'attiser la haine, la destruction des États, et font le lit de Daesh, des terroristes. Donc c'est quand même des choses... La base de votre travail... Excusez-moi, Michel Onfray a été conspué. Malheureusement, Daesh a repris un de ses tweets, et le pauvre, il a été voué aux gémonies. Et avant, Michel Onfray, quelques semaines avant, exposait des idées politiques un petit peu différentes. Il disait « Vous faites le jeu du FN, etc. » Donc, si vous voulez, le problème en France... Lui-même avait dit à la fin qu'il était un peu fatigué d'avoir joué sur tous les plateaux aussi. En effet, mais il a raison peut-être de se mettre un peu en retrait et de faire son mais travail. les réseaux sociaux, dans le fond, vous permettent aussi d'exister. Parce que peut-être avant 2009, avant que les réseaux sociaux ne soient répandus, c'était plus difficile de faire entendre votre voix. Alors, les réseaux sociaux sont, c'est vrai, un outil de communication très intéressant. Mais si vous voulez, moi maintenant, j'aimerais devenir journaliste professionnel, avoir ma carte de presse et vraiment me professionnaliser dans ce domaine. Mais c'est vrai qu'en attendant, les réseaux sociaux sont un vecteur intéressant. Pourquoi ? Vous voulez avoir votre carte de presse ? Parce que j'aimerais justement, vu que j'aborde des sujets qui sont parfois un peu délicats, un peu complexes, j'aimerais justement avoir cette protection qui est le statut journaliste. La légitimité. Alors la base de votre travail quand même, c'est dire qu'effectivement l'État ne montre pas tout, ne dit pas tout. Si c'est vrai ou pas, ça c'est à la limite... voilà. Est-ce qu'on pourra un jour réussir à rendre tout transparent ? Non, mais la question n'est pas de rendre tout transparent, mais si vous voulez, les États aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, en France, mettent en place des lois de surveillance de masse extrajudiciaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cabinet du Premier ministre peut faire espionner n'importe qui sans l'autorisation d'un juge. Alors pourquoi nous, on n'a pas le droit d'avoir notre vie privée, alors que les États demandent justement de plus en plus de secrets ? Vous voyez, les négociations pour le traité transatlantique, dans le cadre de l'Union européenne avec les États-Unis, elles sont menées dans un secret qui, justement, alimente les fantasmes, alimente les théories du complot. Pour le coup, des théories du complot qui parfois sont stupides, injustifiées, fantaisistes. Et je pense que ce manque de transparence des États illustre une vraie crise démocratique. Et pour moi, enfin, en tout cas, je ne veux pas, si vous voulez, je ne veux pas que les États dévoilent tous leurs secrets. Évidemment, les secrets d'État sont légitimes. Parfois, je ne sais pas, les négociations avec la Chine de Kissinger étaient secrètes et ça a apporté une pacification des relations. Le secret est utile, mais quand il est utilisé, par exemple, pour espionner massivement la population ou pour, comme je l'ai dit, soutenir clandestinement Al-Qaïda pour faire tomber des gouvernements à l'étranger, je trouve ça extrêmement grave. Donc c'est des politiques contre lesquelles je combats et je suis en lien notamment avec un député français, un député de l'opposition, ancien juge antiterroriste, qui m'a dit sur Twitter il y a quelques jours que cet homme accuse l'État français de soutenir Al-Qaïda. Un de ses collègues l'a fait aussi publiquement. En Syrie, je précise. Mais en gros, excusez-moi, il faut que je finisse. Le monsieur, parce que c'est important, le monsieur m'a répondu que la majorité avait refusé l'enquête parlementaire pour ne pas embarrasser le gouvernement. Bon, c'est quand même gravissime. Et ce monsieur, certes, il fait partie de l'opposition, mais il n'irait pas clamer des choses aussi graves. Il mettrait en jeu sa réputation et sa carrière. Et si on découvre que la France soutient Al-Qaïda en Syrie Je peux vous dire que là, on est vraiment dans justement des questions épineuses parce que les médias ne s'en saisissent pas de ces questions-là. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, est-ce que vous n'avez pas le vertige aussi, vous-même ? C'est-à-dire de combattre tout ça, de se dire, est-ce que j'en ai les capacités ? Est-ce que j'en ai la force émotionnelle ? Est-ce vous avez peur pour votre d'être mis du côté des complotistes
Est-ce qu'on dort forcément bien? Est-ce qu'il n'y a pas un jour où vous allez réaliser que c'est trop gros pour vous? Alors, être mis du côté des complotistes n'est pour moi pas un problème. C'est vrai que c'est assez fatigant de devoir tout le temps se justifier au détriment des idées, à mon avis. Ça, c'est pas le problème. Moi, ce que je pense, c'est que quand on a ces questions-là en tête et qu'on veut défendre les libertés publiques, la démocratie, la paix, la diplomatie. Les armes, c'est quoi en fait? Alors justement, je vais un mode d'action très concret. J'ai récemment, dans la foulée des attentats du 13 novembre, j'ai écrit un article à toute vitesse. J'en ai pas dormi de la nuit et le lendemain, je l'ai lu à tête reposée. Le lendemain des attentats, je l'ai publié. Cet article dénonçait le fait que depuis 30 ans, les pétromonarchies du Golfe soutiennent Al-Qaïda et Daesh, enfin ce qui est devenu Daesh plus récemment. Mais ce que vous avez écrit avant le 13 novembre. Et c'est basé sur ce que j'avais, basé sur ce que j'avais recherché avant le 13 novembre pendant des années. Mais ça, on le dit aujourd'hui officiellement. C'est pas quelque chose qui est. Aujourd'hui, en France, c'était quelque chose. C'est devenu pertinent le 13 novembre. Avant le 13 novembre, on glissait dessus. Peu de avant le 13 médias novembre, en parlaient. Et aujourd'hui, c'est au cœur du débat public. On a le juge antiterroriste Marc Trévidic qui le disait sur France 2. Marc Trévidic a dit dans Les Inrecuptibles quand même que vouloir combattre le terrorisme en s'asseyant à la table du roi Salman, c'était comme s'asseoir à la table, serrer la main d'Hitler et dire combattre le nazisme. Voilà. C'est dire les parallèles historiques sont graves et ils m'amènent à des conclusions qui me dérangent un petit peu. Le savoir est une chose, par contre, effectivement, c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que ça fonctionne comme ça. Ça veut dire que si ça doit un jour fonctionner différemment, il y a tout qui s'écroule. Donc, vos armes à vous, au-delà de l'écrit, c'est quoi ? Alors, si vous voulez, là, vous me dites tout s'écroule, je ne pense pas. Je pense que, justement, on peut avoir des politiques un peu plus rationnelles et un peu plus équilibrées. On a une diplomatie en France qui utilise, je dirais, les droits de l'homme et la morale à géométrie variable, qui soutient des dictatures quelque part et qui en fait tomber d'autres en utilisant des djihadistes. La diplomatie française dit, oh là là, tel groupe terroriste, l'État français va combattre des terroristes au Mali, par exemple, en Afghanistan. Le gouvernement Sarkozy a soutenu des groupes pas si modérés que ça en Libye. Et ensuite, aujourd'hui, je suis persuadé que l'État français, il y a des indications qui montrent qu'ils soutiennent des groupes pas aussi modérés que ça en Syrie. Et mes armes c'est simple, on est un peuple, on est des citoyens. Et on est doté de réflexion. Et moi, j'essaie de sensibiliser les gens. Et à la fin de mes articles, je vous parlais de mon article que j'ai écrit dans la foulée du 13 novembre, j'ai demandé à mes concitoyens de l'envoyer massivement aux autorités, aux députés. J'ai mis le lien vers le site de François Hollande. J'ai dit, envoyez ça au président de notre République. Parce que si vous voulez, c'est Vous avez été hacké après. Comment ? Vous n'avez pas été hacké, votre site n'a pas été hacké, fermé. Non, bon, encore... Mais le jour où vous avez une carte de presse, qu'est-ce qui changera pour vous? Ce sera quoi la prochaine étape, si on a une? Déjà, si je suis soutenu par une équipe, j'aurai déjà un plus grand réseau, la possibilité de contacter plus de gens. Vous n'aurez plus besoin de citer vos sources ensuite. Vous n'aurez plus besoin de citer vos sources. Justement, il y a une différence entre citer ses sources quand on veut prouver des infos qui ne sont pas exclusives, qui relèvent du domaine public. Quand, évidemment, en tant que journaliste, on a des sources, il faut les protéger. On ne peut pas dévoiler nos sources, ça c'est clair. Mais c'est quoi votre message, Maxime ? Alors, mon message, il est que je suis préoccupé depuis un certain nombre d'années pour nos démocraties. Mais au-delà d'être préoccupé par nos démocraties, je suis surtout préoccupé par les conséquences des guerres humanitaires, soi-disant humanitaires, lancées à l'étranger, ou des guerres contre le terrorisme lancées à l'étranger, qui génèrent un chaos dans plein de pays. On a vu la Libye, on a vu la Syrie, on a vu l'Irak. C'est une catastrophe, l'Irak. C'est des guerres qui engendrent le chaos et qui donc placent nos États parlons d'État. État de surveillance, état d'urgence en ce moment, état profond, donc le renforcement des services secrets, et l'état de guerre perpétuelle. C'est-à-dire qu'une guerre contre le terrorisme n'a pas de fin. Elle ne se conclura jamais. Donc on est quoi ? On est voué à qu'est-ce qui va se passer aux prochains attentats ? Je l'espère qu'il y aura plus d'attentats en France, comme dans plein d'autres pays, mais s'il y a des attentats encore plus graves que ceux à Paris, qu'est-ce qu'on va faire ? On va suspendre les élections, la Constitution ? On va lancer une bombe nucléaire sur Raqqa ou sur Bagdad, sur Mossoul ? Vous voyez, Vous l'avez dit, il faut réfléchir ce que vous faites. Donc il faut se mettre en mode intellectuel. Nous, on en a un dans notre équipe. D'accord. Et il s'adresse aux intellectuels. Tiens, c'est bizarre. Le Front National peut en effet gagner. Hélas, vous avez déjà perdu. Chers intellectuels français, ces dernières années, la réflexion s'est faite plus discrète, plus timorée. Elle est devenue suspecte. L'ombre de l'extrême droite se faisant plus pressante, plus menaçante, il n'y a plus guère place que pour deux options possibles, la ligne gouvernementale ou la ligne frontiste.
Les penseurs, qui ne peuvent se réclamer ni de l'une ni de l'autre, sont frappés de suspicion, tenus pour louches et, par précaution, évacués dans la deuxième catégorie. Ainsi voit-on se multiplier la mise au pilori d'intellectuels, de penseurs qui n'ont à peu près rien de commun, sinon qu'ils ne sont pas encartés au Parti socialiste et qu'ils se permettent de remettre en question l'ordre gouvernemental. Les intéressés ont beau se débattre, il est trop tard. Les voilà affublés de chemises noires et de chemises brunes. Vous pouvez jurer vos grands dieux que vous êtes bien de gauche, que vous avez toujours ferraillé contre Le Pen, vous pouvez vous réclamer. J'adore le noir, mais lavage après lavage, mes vêtements perdent leur couleur. Tout ça, c'est fini. Découvrez Wool Mix Noir. Il nettoie et protège tous vos vêtements foncés. La preuve, après 20 lavages, le noir est resté noir. De l'antiracisme le plus pur, vous pouvez lutter contre le néocolonialisme, il est trop tard. Comme dans la tragédie, votre sort est scellé en amont. Vos gesticulations peuvent que vous enfoncer davantage. Chers intellectuels français, si le Front National peut en effet gagner, hélas, vous avez déjà perdu. Perdu. J'adore. C'est vous qui avez écrit le texte de C'est Quentin incroyable. Mouron. On a dû se connecter, je sais pas. Maxime, vous qui voulez un jour la carte de presse, je vous propose de retrouver un des journaux suisses les plus gros, en tout cas de Suisse romande, et en duplex juste après le jingle. Thierry Brand, vous êtes en direct de la rédaction. Bonsoir, dites-nous sur quoi vous travaillez en ce moment. Bonsoir à tous. Alors écoutez, je vais prendre un ton grave parce que demain dans le matin, nous allons également vous parler des coulisses du pouvoir. Alors pas les coulisses de n'importe quel pouvoir, puisqu'il s'agit des coulisses du Palais fédéral qui grouillent, qui grenouillent depuis plusieurs jours en raison bien sûr de l'élection du futur conseiller fédéral le 9 décembre prochain. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire demain ? On va vous dire qu'il y a au moins 3 conseillers fédéraux actuels, donc en poste actuellement, qui se méfient beaucoup du candidat Thomas Eschi, dont on parle beaucoup, candidat UDC, qui se méfient beaucoup de son impulsivité, de son côté, son côté proche avec Christophe Blocher. Et donc, en tout cas, il y a 3 conseillers fédéraux qui n'ont pas très envie de travailler avec lui si jamais ce monsieur était élu. Voilà ce qu'on va vous dire demain. Dans le matin. C'est qui ces 3 conseillers fédéraux ? Alors écoutez, on ne le sait pas. Et on protège nos sources comme tout bon journal et tout bon journaliste. Nous protégeons nos sources. Donc vous n'en saurez rien, mais vous saurez quand même qu'il y en a 3. Eh bien très bien, merci Thierry Brand. Maxime, vous connaissez un petit peu la politique suisse ? Très peu, parce que en fait j'essaie vraiment de me spécialiser dans les domaines que j'évoque, et ça me prend beaucoup de temps, et parfois effectivement je passe à côté Est-ce que ça vous paraît plat, ce qui se passe dans notre pays ? Comment ça ? Est-ce que ça vous paraît plat, peu intéressant ? Non, sachez que j'aimerais demander l'asile en Suisse. Ou alors très bien protégé, c'est ça aussi. Non, je suis peu compétent pour parler de la politique intérieure suisse. Des questions extrêmement complexes en plus du secret bancaire, parce que il n'y a pas que la Suisse qui pratique le secret bancaire. Ça, c'est des questions aussi qui m'intéressent à plus grande échelle, parce qu'il est vrai qu'on a vu par exemple l'affaire des LuxLeaks. Je ne sais pas si en 2014, on peut résumer, en 2014, Le Monde et d'autres journaux révèlent que des multinationales ont passé des accords avec le gouvernement luxembourgeois pour échapper à l'impôt, mais ça représente des milliards. Je ne connais pas les chiffres exacts. Et à ce moment-là, était nommé à la tête allait être nommé à la tête de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui était pendant 18 ans Premier ministre suisse. J'ai trouvé ça quand même assez parlant sur l'état inquiétant de la démocratie, je dirais française, mais surtout européenne, à plus grande échelle. Mais vous avez l'impression, vous, qui habitez en France, citoyen français, que chez nous, finalement, c'est le calme, c'est paisible, ou est-ce que justement, est-ce qu'on a l'impression que chez nous aussi, il se passe des choses étranges ? Alors, c'est vrai que les arcanes financiers en Suisse peuvent aussi donner lieu à des intrigues réelles, mais à des théories du complot aussi, peut-être fantaisistes. J'ai l'impression en tout cas que vous êtes un pays un peu plus apaisé. Je pense que votre système notamment de votation, c'est très bien, parce qu'en France, nous, on ne nous demande jamais notre avis.
tous les 3 ans ou 4 ans ou 2 ans glisser un bulletin dans l'urne, mais on ne nous demande pas notre avis. Je veux dire, moi, j'ai jamais voté pour soutenir Al-Qaïda en Syrie, par exemple. Je n'ai jamais voté pour lancer des guerres contre le terrorisme. Je n'ai jamais voté. Mais ça, nous non plus, hein, malheureusement. Non, mais je suis d'accord. Mais vous êtes quand même consultés, je trouve, et ça, c'est très bien parce que nous, en France, on ne l'est pas assez. Et je pense que réimpliquer les gens dans le vote. En organisant par exemple plus de référendums, quitte à ce que ce soit au début des questions consensuelles, donnerait de l'importance aux gens et un sentiment de repossession. Parce que je pense que les gens aujourd'hui se sentent dépossédés et résignés quand on parle de politique. Quand je parle de politique avec les gens autour de moi, ils sont dans un discours un petit peu tous pourris. Mais est-ce que c'est pas le cas depuis longtemps, sauf que par exemple grâce aux réseaux sociaux, on sait peut-être un peu plus aussi les choses, peut-être qu'avant on était moins au courant, ça fuitait moins sur les réseaux, il y avait moins de choses sur les réseaux, et aujourd'hui on a peut-être accès au fait qu'effectivement nous ne sommes pas l'État, donc il y a une peur peut-être aussi qu'il n'y avait pas avant, parce qu'avant il y avait moins de moyens de communication. Là, je précise, au tout début vous avez montré les avions qui sont castrés dans les tours, on est quand même dans un contexte de guerre perpétuelle depuis le 11 septembre. Quelle est la fin de ce processus ? Jusqu'où allons-nous aller ? Combien d'États vont sombrer dans le chaos ? Donc, si vous voulez, ce n'est pas les réseaux sociaux qui génèrent ces peurs-là. Quand à longueur de journaux télévisés, on nous parle d'état d'urgence, de terrorisme, de Daesh, dès que Daesh décapite... Ça aide quand même de l'entendre régulièrement sur les réseaux sociaux. Avant, il y avait que les sources officielles. Si vous voulez, moi, quand je regarde le JT, il y a les chaînes d'infos en continu, BFM, etc., mais c'est effrayant. Dès que Daesh décapite quelqu'un au fin fond d'un désert, ils font les gros titres. Mais c'est gravissime. C'est-à-dire, les jeunes un petit peu déstabilisés, justement, en France, qui en veulent au système, ils vont se trouver une cause et franchir la frontière turque et aller combattre et revenir tirer sur leurs concitoyens. C'est absolument terrible. Je veux dire, moi, à mon avis, aujourd'hui, le problème n'est pas les réseaux sociaux, c'est l'omniprésence de la communication, des vecteurs de communication. On a des écrans plats, des smartphones, des ordinateurs de partout, et les sources d'information se multiplient, mais le problème, c'est qu'on a un effet démultiplicateur de la violence. Donc, quand Daesh décapite quelqu'un, on n'est pas censé le savoir. Et pourtant, dès que Daesh le publie sur Twitter, tous les médias en font les gros titres et c'est gravissime. C'est une violence psychologique extrêmement, à mon avis, insidieuse. Les médias doivent se poser la question de peut-on continuer les rédactions doivent se dire, doit-on systématiquement justement faire le jeu de Daesh ? Je pense que c'est grave. Pourquoi vous ne restez pas à votre place et puis vous avez passé du côté de la force ? C'est-à-dire obscur ou clair, j'en sais rien. Je fais de la pub pour bientôt. Moi, ce que j'ai envie de dire surtout, c'est bonne chance, parce qu'effectivement, vous êtes vous êtes dans une aventure quand même qui va vous prendre énormément d'énergie, où effectivement, il y a David, Goliath. Vous avez évoqué la Suisse avant. Ce qui se passe en Suisse, en tout cas, c'est qu'on a encore un tout petit peu de travail, mais pour ça, il faut être un peu compétent. Tout fixe, c'est pas tout à fait ça. Alors, non. Non plus. Non plus. Non plus. Pas pour vous. Pas pour vous. Donc, vous disant la vérité, j'aime pas votre faciès, alors je vais pas pouvoir vous servir aujourd'hui, malheureusement. Non, du tout. Mais c'est juste que votre tête me revient pas, alors je ne me sens pas de vous servir là. Je me permets juste de... Je vais goûter votre truc. Non, c'est pas mal. Un instant, s'il vous plaît. Ah, oui. Alors, il est très bon. C'est un très bon gâteau. Prends ça. À gauche, il y aura un mec, il aurait une mallette. Tu prends la mallette, tu lui donnes ça en échange. Tu lui dis, Karim, il te donne bien ce qu'il te doit. Salope. Oui. Pas une bague ? Non, non. Et puis tu prends la mallette. Après, tu viens ici. Et puis je la cacherai. C'est pour toi ? Connard. Ouais. Je te donnerai un petit pourcentage. C'est pas une blague. Non, non, vraiment. Il sera garé à côté. Il a une cicatrice, une balafre sur le visage, mais il est super gentil, tu vas voir. Bon, alors Maxime, aujourd'hui, c'est un jour très important parce que nous avons l'un des piliers de cette chaîne qui est à 40 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Ellie. Et puis les 40 ans, c'est pas n'importe quoi.
Pardonnez-moi, vous avez prévu le champagne pour lui ou... Oui, mais Après après. Donc, Élie, à l'occasion de tes 40 ans, tu es viré. Bravo. Maxime, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci de m'avoir invité. Vraiment. Et je vous propose de terminer l'émission seul. C'est les premiers pas vers le journalisme officiel, peut-être. La caméra là-bas. Vous avez 30 secondes de carte blanche. 30 secondes, pas une de plus. Ouais, concis, hein, parce que vous parlez beaucoup. Voilà. Vous êtes français, vous parlez beaucoup. En effet, en effet. Au revoir, Maxime. Au revoir, merci. Donc, écoutez, je remercie déjà Leïla de m'avoir invité à cette émission. Moi, j'en appelle à tous les citoyens d'essayer de faire pression sur leur gouvernement pour éviter qu'on soit dans un état de guerre perpétuel et que l'on soit surveillé massivement par nos États. On est des démocraties, on a des systèmes qui doivent être sauvegardés et on est des citoyens et pacifiquement on doit résister contre ça. Donc échangez des informations entre vous, essayez de faire pression sur vos gouvernements de manière pacifique, j'insiste, et essayons de promouvoir la paix, la diplomatie et l'amitié entre les peuples et les différentes cultures au lieu de sombrer dans le chaos comme dans bien des pays du monde malheureusement.